La génétique mendélienne. Alors, personnellement, ça m'a un peu tapé sur les nerfs quand ma fille est née, que tout le monde soit du genre ah ouais, mais c'est le même nez que sa grand-mère. Ah ouais, mais ses lobes d'oreilles, c'est comme son oncle. Ah ouais, mais regarde ses pieds, c'est sa maman tout craché. Parce que c'était un peu comme si tout le monde voulait s'approprier un morceau du physique de mon enfant. Physique qui est naturellement magnifique, hein, d'ailleurs, mais ça, c'est pas la question. Mais bon, en même temps, c'est un peu naturel et personne ne sait s'empêcher de se poser ce genre de questions. Tu t'es aussi déjà d'office demandé pourquoi tu ressembles plus à tel ou tel parent ou tel frère ou sœur pour un certain aspect. Depuis toujours, on s'interroge sur ce qui est transmis à la génération suivante et ce qui ne l'est pas. On a vu ensemble la méiose, cette division cellulaire se produisant dans les gonades et aboutissant à la formation de cellules sexuelles, ou gamètes. Lors de la fécondation, un gamète mâle, le spermatozoïde, s'unit à un gamète femelle, l'ovule, pour donner un zygote, la première cellule humaine, qui se divisera un très grand nombre de fois pendant 9 mois de grossesse, pour donner un bébé possédant des milliards et milliards de cellules génétiquement identiques entre elles, mais bien sûr différentes de ses parents. Eh bien, un certain Gregor Mendel, un moine autrichien, à la moitié du XIXe siècle, fait des croisements entre différentes variétés de petits pois afin d'étudier la transmission des caractères d'une génération à l'autre. Lui, il n'y connaissait rien à l'ADN ou à la méiose, mais par contre, il a fait quelques découvertes impressionnantes. Mendel a non seulement eu beaucoup d'intuition en travaillant sur une plante qui se reproduit rapidement, en sélectionnant pour chacun de ces croisements des plantes qui ne diffèrent que par un caractère et possédant des caractères stables, c'est-à-dire les mêmes de génération en génération, mais en plus de ça, il a été rigoureux et il a répété ces croisements un très grand nombre de fois, afin d'être sûr que ces résultats soient valides. Alors prenons un exemple de ces travaux. Mendel croise une plante de petits pois à fleurs violettes avec une plante de petits pois à fleurs blanches. Ces plantes sont issues de ce qu'on appelle des lignées pures. La plante à fleurs violettes descend de génération en génération où on ne fait que des fleurs violettes. Et pareil, celle qui fait des fleurs blanches est aussi d'une lignée pure. Dans sa famille, on n'a jamais fait autre chose que des fleurs blanches depuis des générations. On appellera ce caractère observable, la couleur des fleurs dans ce cas-ci, le phénotype. Attention, le phénotype ça peut être des caractéristiques physiques comme ça, mais ça peut aussi être un caractère physiologique, comme la capacité à donner beaucoup de graines. Pour faire ces croisements, notre brave Mendel y réalise des pollinisations croisées, c'est-à-dire qu'il transfère le pollen d'une plante sur les parties sexuelles femelles de l'autre plante. Donc ça c'est lui qui contrôle qui va féconder qui. Alors, voici les observations de ces expériences. En génération P, P pour les parents, on fait donc le croisement des phénotypes violet et blanc. Alors le petit X pour dire croisement ici. Il obtient en première génération de descendants, qu'on appellera F1, première fécondation, uniquement des plantes à fleurs violettes. Et ça c'est pas mal, bizarre mais intéressant. Et s'il croise en plus de ça les fleurs violettes obtenues en F1 entre elles, pour obtenir une génération après, eh bien il obtient en génération suivante 3/4 de plantes à fleurs violettes et 1/4 de plantes à fleurs blanches. On appellera cette deuxième génération la F2. Ok, super. Mais maintenant, comment interpréter ces résultats? Si toutes les fleurs obtenues en F1 sont violettes, c'est que le caractère violet domine sur le caractère blanc. Le caractère fleur violette est dominant, et par opposition, on dit que le caractère fleur blanche est récessif. On voit aussi que si le caractère fleur blanche réapparaît en F2, c'est qu'il était présent mais non exprimé en F1. Et là, Mendel imagine, alors, que chaque individu porte 2 informations pour chaque caractère. On appelle ces informations des allèles. Les allèles, ce sont donc les variantes possibles d'un gène. Si Mendel au XIXe siècle ne connaissait pas l'ADN, toi, tu sais maintenant que nous avons 23 paires de chromosomes homologues et que chacune de ces paires porte un allèle de chaque gène. Mendel, lui, au feeling, il se dit ça doit être des informations en nous et présentes en 2 exemplaires, un reçu de chaque parent. Et il avait raison, bravo Mendel. Alors Mendel recommence ses croisements un très grand nombre de fois en prenant à chaque fois des parents qui ne diffèrent que par un caractère. Donc il avait fait la couleur des fleurs, mais il a aussi regardé la couleur des petits pois, qui pouvaient être vert ou jaune. Il a regardé
la forme des petits pois, est-ce qu'ils étaient ronds ou est-ce qu'ils étaient ridés, etc. À chaque fois, il a fait donc ce qu'on appelle du monohybridisme. Il a étudié un caractère à la fois pour les croisements. Et à chaque fois, il obtenait les mêmes résultats. En F1, tous les individus ont le phénotype dominant, et en F2, les 3/4 des individus montrent le phénotype dominant, et 1/4 des individus le phénotype récessif. Alors, si représenter les phénotypes des individus c'était intéressant, nous, comme on n'a peur de rien, on veut savoir quelle était l'information génétique portée par ces individus. C'est ce qu'on appelle le génotype, la description des allèles portés par un individu. On convient alors de représenter les 2 allèles de chaque caractère par des lettres. Majuscule si l'allèle est dominant et minuscule si l'allèle est récessif. Donc ici, comme violet dominé sur blanc, on va symboliser violet grand V, et blanc, par opposition au grand V, on va le symboliser petit v. Oui, avec la même lettre que l'allèle dominant. Alors pas de stress, ça va être en fait plus simple de se dire comme ceci, qu'un gène est représenté par une lettre, et les allèles possibles de ce gène sont majuscules pour dominant et minuscules pour récessif. Donc ici, le gène de la couleur des fleurs peut être grand V pour l'allèle violet, petit v pour l'allèle blanc. Alors ici, on va devoir commencer en supposant que ses parents, s'ils étaient de lignée pure, donc de nouveau, toujours les mêmes phénotypes dans leur famille depuis des générations, ils devaient porter chacun le même allèle 2 fois. Celui qui était violet, il portait uniquement l'information violet, 2 fois. Et la plante au phénotype blanc, elle devait uniquement porter les allèles blancs 2 fois. Ce qui nous donne, chez les parents, P, on fait le croisement entre grand V, celle aux fleurs violettes, et petit v, celle aux fleurs blanches. Pour arriver au résultat de la première génération, il faut s'interroger sur les gamètes que peuvent donner chaque parent. Ici, on va symboliser ce qui se passe lors de la fécondation par un tableau. Les gamètes produits par chaque parent ne porteront qu'un exemplaire de chaque gène. Ils sont haploïdes, rappelle-toi. Donc, en titre des lignes et des colonnes, on va représenter les génotypes possibles des gamètes produits par chaque parent. Dans ce premier cas de figure, ça va être assez simpliste, tu vas voir. Ce parent, grand V, quels peuvent être les génotypes possibles de ces gamètes? Soit ils ont cet allèle-ci, grand V, soit l'autre allèle ici, aussi grand V. On représente ces 2 possibilités comme les titres des lignes, par exemple. Alors, le fait de mettre titre des lignes ou titre des colonnes pour tel ou tel parent, ça n'a pas d'importance, tu fais ce que tu veux. Et l'autre parent, au génotype petit v, quand il fait des gamètes haploïdes, quels peuvent être les génotypes possibles de ces gamètes? Soit ils reçoivent un petit v ici, soit l'autre possibilité, aussi petit v. Et donc voilà, maintenant que toutes les possibilités de gamètes sont inscrites, complétons ce tableau en représentant la fécondation dans ces cases ici. Soit ce gamète-ci féconde ce gamète-là, ça nous donne des descendants grand V, petit v, soit c'est ce gamète-ci avec ce gamète-là, ce qui nous fait aussi grand V, petit v, soit cette combinaison-ci, pareil, grand V, petit v, et dernier cas de figure, à nouveau, grand V, petit v. Ce qu'on vient de réaliser, ça s'appelle une grille de Punnett. Et ça nous permet de dire avec certitude que tous les descendants de ce croisement seront grand V, petit v. Ils ont tous un exemplaire de chaque allèle, et comme violet domine sur blanc, ils sont tous violets. Des individus comme ceux-ci, qui sont donc avec 2 allèles différents pour le caractère qu'on étudie, sont ce qu'on appelle des individus hétérozygotes. Contrairement aux parents qui sont grand V ou alors petit v, ils avaient chacun 2 allèles les mêmes. Les parents étaient homozygotes. Homo pour dire les mêmes. Les homozygotes, c'est ce que Mendel, lui, appelait des individus à caractère stable. Alors, pour expliquer ce qu'on obtient en F2, même principe. Si on croise les individus de la F1 entre eux, on voit que chacun peut donner un gamète grand V ou un gamète petit v. Et donc, quand on croise 2 individus de cette génération F1, pour obtenir F2, on va écrire les génotypes des gamètes possibles en titre des lignes et des colonnes de notre nouvelle grille. Lorsqu'on complète les résultats possibles du croisement, voyons ce que ça donne. Grand V ici, grand V ici, grand V petit v ici, et petit v ici. Donc on a, en F2, un quart d'homozygote dominant, un quart d'homozygote récessif,
et une moitié d'hétérozygotes. Et au niveau des phénotypes, on sait que les grands V dominent sur petits v, ce qui implique qu'en fait, on a 1, 2, 3 quarts des individus de la F2 qui seront violets, et 1 quart seront blancs. Voilà, on vient d'expliquer les résultats obtenus par Mendel. Alors, un peu à l'instar de Mendel, nous, dans ce cours, on va s'intéresser dans un premier temps uniquement au cas simple, avec un gène qui détermine un caractère, et que ce gène existe en 2 allèles possibles, un dominant et l'autre récessif. Sache par contre quand même qu'il y a plein de caractères qui sont déterminés par plusieurs gènes, ou pour lesquels plus que 2 allèles sont possibles, ou même que la dominance n'est pas toujours aussi claire comme ici. Alors, quelques illustrations concrètes. Chez les humains, par exemple, la texture des cheveux, l'allèle frisé domine sur l'allèle lisse. Ou alors, sur la couleur des cheveux, les cheveux foncés dominent sur les cheveux clairs. Ou alors, la forme des lobes d'oreilles, en fait, les lobes d'oreilles libres, comme ça, dominent sur les lobes d'oreilles adhérents, comme ça. Alors, c'est évidemment rigolo de regarder les lobes d'oreilles de sa famille ou de ses amis, mais en fait, comme tu vas le voir bientôt, l'étude de l'hérédité, ça sert aussi à comprendre d'autres phénomènes, comme la transmission de certaines maladies. Et c'est ce qu'on va voir après.